Anastasios, Papa Constantinou. Les principes de la haute stratégie. Contribution romaine à la philosophie de la guerre. 2 Thessalonique 2019. Dédié au général Georgios Karaiskakis, un homme qui rendrait probablement jaloux même les généraux les plus éminents par la façon dont il a mené la guerre. Chapitre 2. Les acteurs stratégiques, généralité. Il y a 6 grandes catégories d'acteurs stratégiques. Ce sont les personnes qui déterminent le destin d'une nation. Ce sont les politiciens, les diplomates, les généraux, les journalistes, ceux qui ont de puissance économique et le clergé. Les dirigeants politiques. Le choix des dirigeants politiques. Les acteurs stratégiques doivent avoir pris conscience de leur future mission historique dès leur plus jeune âge. Ils doivent avoir reçu une éducation supérieure et ils doivent avoir été soumis à de différents types d'épreuves tout au long de leur vie. Ils doivent respecter la liberté et les droits de leurs concitoyens. Un proverbe romain indique tout ce qu'ils doivent savoir et tout ce qu'ils doivent faire. Ductus exemplo. Donnez l'exemple. Soyez cohérents dans vos principes, modérés dans votre vie personnelle et mettez en œuvre tout ce que vous avez promis. De cette façon, vous ne perdrez pas votre pouvoir, mais vous l'augmenterez et vous serez justifiés aux yeux du peuple de Dieu et de l'histoire. Le contraire, le cas de Saddam Hussein. Le destin d'un tyran, d'un meurtrier qui n'a pris le pouvoir que pour satisfaire son propre ego et pour gagner d'argent, assassinant indifféremment des Irakiens, des Kurdes, des Persans, des Koweïtiens et des soldats américains, en utilisant, la plupart du temps, toutes sortes d'armes, autorisées et interdites par le droit international. Il a envahi le Koweït, croyant que le droit international n'est que du papier, que les traités internationaux, visant à protéger les civils, sont une perte de temps, alors qu'il les avait déjà violés à maintes reprises en déversant des gaz toxiques sur les Kurdes du nord de l'Irak et sur les civils et les soldats de la Perse. Il a utilisé l'exécution des prisonniers politiques et le viol de femmes comme arme politique. Saddam Hussein était un tel dirigeant. Il portait le turban de l'Antéchrist. Mais le Némésie est arrivé, l'Irak a été vaincu par les forces de la coalition occidentale, 2003, et le dictateur irakien, autrefois puissant, s'est retrouvé, enfin, caché dans un terrier. Il a été jugé par le tribunal irakien indépendant, reconnu coupable et condamné à être pendu et exécuté sur la potence le 30 décembre 2006. Dieu, comme cela a été amplement démontré, a désapprouvé les plans stratégiques de Saddam Hussein, comme il sied à un tel dirigeant politique, une bête en fait. Sic semper tyrannis. Tel est toujours le sort des tyrans. Les diplomates. La diplomatie est l'utilisation du tact et des connaissances accumulées sur des questions de politique et de relations internationales, mais aussi d'intérêt mondial plus large, par exemple, la politique extérieure, l'économie, qui servent les intérêts du pays d'origine de chaque diplomate ou les intérêts de l'organisation internationale que ces intérêts représentent. Sans ces conditions, il n'est pas possible de devenir diplomate ou de pratiquer la diplomatie, même si l'on est très brillant. Passons maintenant à la partie suivante. Les 2 chefs des missions diplomatiques semblent être des gens ordinaires, comme tout le monde. Ils ne semblent pas différents. Mais c'est leur esprit qui les différencie. Leur esprit ressemble à un immense bâtiment, rempli de connaissances et de compétences, ainsi que de capacités extraordinaires, mais c'est quelque chose qui n'est perçu que par eux-mêmes. C'est pourquoi les gens ordinaires ne peuvent pas être diplomates, et ne devraient pas l'être. Les diplomates ont la lourde charge d'influencer des personnalités étrangères importantes et les élites politiques et économiques, et de les prédisposer en faveur de leur pays. Les diplomates les plus charismatiques, qui sont rares dans le monde, veilleront également à cultiver, chez les habitants du pays dans lequel ils servent, un amour pour le pays qui les a envoyés à l'étranger. La diplomatie est une tâche extrêmement difficile et complexe. Elle implique d'énormes responsabilités. Iota. Ellie diplomat Autrichian Clemens von Metternich and Ellie Napoleon Bonapartis. L'astucieux diplomate autrichien a deviné la futilité de Napoléon et les défauts de caractère du maréchal français et lui a proposé la main de Marie, qui était la fille de François-Joseph, l'empereur d'Autriche. Ils se sont mariés, mais ce n'était qu'un mariage de convenance, et pour certains, de tels mariages ne sont pas bons. La même chose s'est passée avec Napoléon. Et c'est là son différence par rapport à Jean Kikane ou même Alexandre. Eux, ils ne seraient pas tombés dans un piège si séduisant. Moi, aussi, je ne jetterai même pas un coup d'œil à cette princesse, car la beauté est dans l'âme, l'amour est une affaire d'âme, pas de titre de noblesse. Ainsi, Napoléon, après sa défaite écrasante en Russie en 1812,
à supposer que son beau-père, le roi d'Autriche, ne lui déclarerait pas la guerre l'année suivante. Mais ça ne s'est pas passé. Le piège de Metternich s'est refermé. L'accord entre les Autrichiens, dont le monarque est le beau-père de Napoléon, et les ennemis de Bonaparte, a eu lieu dans la ville de Reichenbach. La bataille de Leipzig et la campagne qui l'a précédée se sont terminées par l'écrasement de la nouvelle armée du maréchal français. Ainsi, la ruse de Metternich a enterré l'empire de Napoléon dans la poussière, et Napoléon lui-même, en tant que monarque absolu de l'Europe. En même temps, cette bataille a défini le cadre politique actuel et le paysage politique de l'Union européenne moderne. 2. Le Lord McCartney et la Chine. Parfois, les diplomates fournissent des informations utiles et vitales sur le pays, cible, pour y dominer. Parfois, ils l'asservissent non pas sous une forme absolue, mais sous une forme incomplète. Ils en font ce qu'ils veulent en d'autres termes. Ce fut le cas du diplomate britannique McCartney qui, lors de sa mission diplomatique en Chine impériale, collecta méthodiquement toutes les informations nécessaires sur ce pays, ce qui permit à la Grande-Bretagne de soumettre économiquement un pays vaste et plus peuplé que l'Empire britannique. Un empire a soumis un autre, grâce au service d'un diplomate. Quelle récompense, vraiment, serait digne de lui? 3. Les généraux. Le général, pendant la guerre, est le messager de la mort pour tous ceux qui y sont engagés. Dans la nature, il n'y a pas de créature plus terrible que lui. Les caractéristiques d'un général. Elles sont décrites dans le chef-d'œuvre, Les Constitutions tactiques, de notre empereur Léon le Sage. Les caractéristiques décrites dans le chapitre Stratégicon restent intemporelles et immuables, et les textes correspondants de Léon le Sage, un autre empereur byzantin, sont également utiles. Les officiers du renseignement. Une armée sans espions et sans officiers du renseignement est comme une armée sans oreilles et sans yeux. Pour appliquer avec succès les règles de la haute stratégie, nous devons fournir les meilleurs esprits de la nation et doter les services de renseignement de l'État d'un personnel compétent. Sans cette condition préalable, toutes les options de haute stratégie n'ont aucune chance de succès. Ce principe s'applique à tous les États du monde. Les officiers, en particulier les chefs des principales agences de renseignement, les officiers du renseignement, outre une excellente connaissance de la guerre du renseignement, une thématique qu'ils ont étudiée et dans laquelle ils ont excellé, doivent aussi posséder tous les secrets de toutes les professions et une connaissance parfaite de l'histoire de la guerre et de l'armée. Ils doivent, en plus, avoir une culture littéraire, historique et économique, ainsi qu'une bonne connaissance des questions politiques et religieuses. Idéalement, ils devraient également posséder, dans une large mesure, ce que les anglo-saxons appellent les arts de science, c'est-à-dire la physique, les mathématiques, la chimie et la biologie. Les compétences en matière de renseignement jouent un rôle considérable dans les guerres modernes. Et le plus important, elles permettent d'éviter que les guerres éclatent. Même le général le plus compétent ne peut gagner une bataille sans disposer d'informations fiables, provenant des services de renseignement militaires compétents. La grande majorité de grandes batailles du passé ne sont pas dues au génie des généraux qui se sont taillés la part du lion, mais à des informations opportunes et précises obtenues auprès des services de renseignement. En outre, la guerre froide n'était rien d'autre qu'un affrontement entre les généraux de l'Agence centrale des renseignements des États-Unis, CIA, et de l'Union soviétique, KGB, et leurs guerriers. Les événements historiques, 1946 à 1989, sont la représentation historique de cette lutte titanesque. 4. Les journalistes. Ali Butterly de Sedan. La stupidité dont ont fait preuve les journalistes français dans leur bataille de Sedan où les Français ont été écrasés par l'armée de Moltke est monumentale. Vive la guerre! À Berlin. Ce slogan est devenu pour les pauvres Parisiens, pendant la terrible période du siège, une inquiétude pour trouver un peu de viande de chat ou de chien pour manger, ou avec un peu de chance, pour trouver même si des fleurs, car beaucoup de Parisiens, avant la reddition finale, mangeaient des fleurs. Telle fut la terrible famine du peuple de Paris en 1871. La guerre entre les États-Unis et le Mexique en 1850. C'est une pure folie de la part de la presse de n'importe quel pays d'exciter les esprits du peuple à la guerre, lorsque leur pays n'a aucune chance réelle de l'emporter. C'est ce qui s'est passé lors de la guerre américano-mexicaine, alias guerre du président Polk, qui s'est soldée par la perte de la moitié du territoire mexicain. Les journalistes mexicains, inconscients de ce qu'ils faisaient, poussaient les citoyens et les dirigeants mexicains à s'engager dans une guerre contre un adversaire d'une qualité bien supérieure. Le résultat fut l'écrasement du Mexique. La presse doit toujours adopter une attitude responsable, de même que les acteurs stratégiques qui entrent dans cette catégorie.
5. Ceux qui ont de la puissance économique. Pour continuer le combat, 3 choses sont nécessaires. De l'argent et encore de l'argent. Travolzio. Sans argent, l'armée est totalement inutile. Sans machines, munitions, blindages, canons, navires de guerre, avions, aucun État dans le monde ne peut gagner une guerre. En plus, toutes les industries peuvent aussi soutenir la guerre. Tous les stratèges ont ces industries et leurs directeurs qui sont des acteurs stratégiques très importants. Les magnats pétroliers, par exemple, les oligarques russes, sont également des acteurs stratégiques importants, de même que les PDG de grandes organisations multinationales. Je citerai un exemple. Les directeurs de grandes compagnies aériennes, comme Qatar Airways, Etihad Airways ou Qantas, sont des acteurs importants, car, si pour leurs propres raisons, ils entravaient le fonctionnement des entreprises qu'ils dirigent, après tout, c'est à eux, et seulement à eux, personne ne peut les en empêcher en théorie, cela ne veut pas dire qu'ils le feront, ces acteurs économiques, personne ne peut les en empêcher, je le répète, s'ils le faisaient. Il en est de même pour les grands banquiers etc. Eh bien les hommes d'affaires, les gens ordinaires etc., ne pourraient pas non plus aller en Asie ou en Australie, pour effectuer des transactions bancaires, avec des conséquences néfastes, tant pour eux, que pour l'économie mondiale, et pour eux-mêmes qui vivent dans d'autres coins de la planète. Dans des circonstances normales, tel est le grand pouvoir des acteurs stratégiques qui ont de la puissance économique. 6. Le clergé. Les chefs religieux. Tout au long de l'histoire du monde, les chefs religieux ont été des acteurs stratégiques importants. Au Moyen Âge, en particulier, les chefs religieux de l'Occident étaient des acteurs stratégiques au même titre que les rois. Bien entendu, dans le monde islamique, le pouvoir séculier et le pouvoir religieux coexistaient. En Orient, le rôle des chefs religieux était subordonné à celui des chefs politiques et militaires, Chine, Japon. Mais, même à l'époque moderne, le pouvoir du clergé est grand. La vie personnelle du clergé doit être irréprochable, et surtout, le clergé doit avoir accumulé une énorme richesse des connaissances théologiques, et en même temps, les dirigeants ecclésiastiques doivent mépriser l'argent, sans en sous-estimer la valeur. Ils doivent également être prêts à sacrifier leur vie pour leur foi et leur pays. Leur vie personnelle doit être irréprochable et ils ne peuvent être accusés de sensualité et de tendance à l'enrichissement illicite. Un parfait stratège religieux doit posséder toutes ces caractéristiques. Exemples historiques. Des chefs religieux dotés d'un grand pouvoir qui ont déterminé l'évolution historique du monde. Un Ambroise, archevêque de Milan. Il n'hésita pas à critiquer l'empereur romain de son époque, Valentinien lui-même, en disant qu'il préférait être emprisonné ou assassiné par les soldats romains, s'il le voulait, et dans la chair, qu'il n'abandonnerait pas, mais continuerait la liturgie même s'il l'exécutait. Le salut de la chrétienté face à l'hérésie de l'arianisme est principalement dû à cette grande figure ecclésiastique. L'excommunication de Valentinien, mais aussi de Théodose, malgré la grande puissance de ce dernier, inconscient du danger pour sa propre vie. Telle était la force et la grandeur spirituelle de l'évêque Ambroise, patron de Milan, l'un des plus grands géants ecclésiastiques de tous les temps. Photius, patriarche de Constantinople. Il fut l'un des esprits les plus brillants de l'orthodoxie. Aucun patriarche écuménique n'était supérieur à Photius. Je citerai une de ses pensées qui, si l'on considère les conséquences désastreuses de sa non-application par le clergé, supérieur ou inférieur, pour la chrétienté, épargnerait bien des souffrances tant à celle-ci qu'au peuple d'Europe. Les prêtres doivent servir le Christ, chef de notre Église, ils ne doivent être que des prêtres, ils ne doivent pas être des marchands du Christ, disait le patriarche Photius. Photius, patriarche de Constantinople, discours. Le clergé orthodoxe, et la grande majorité du clergé catholique, ont fidèlement respecté cette tradition pendant de nombreux siècles. D'autres confessions chrétiennes ont ignoré les propos du patriarche Photius, ce qui a eu des conséquences tragiques pour leurs troupeaux, en particulier le troupeau protestant. Jules II, pape de Rome. Il était davantage considéré comme un guerrier que comme un prêtre. Mais le plus important est l'héritage qu'il a laissé à l'humanité. La chapelle Sixtine à Rome est l'une des plus grandes merveilles artistiques de l'humanité. Ce grand mécène a pardonné à Michel-Ange, malgré la grave insulte que l'artiste lui avait faite. C'est grâce à la grandeur de ces personnes que le christianisme existe encore. Dans les temps modernes, 3 figures se distinguent, le pape Jean-Paul, l'archevêque Macario, le leader national grec, et l'ayatollah Khomeini. La haute stratégie des empereurs romains, avant l'apparition de Constantin le Grand, à l'égard de la religion.
Les empereurs romains ont très tôt compris l'énorme potentiel politique qu'offrait la coexistence du pouvoir politique avec le pouvoir religieux. C'est pourquoi ils ont reçu le titre de Pontifex Maximus, c'est-à-dire le grand prêtre de la religion païenne romaine qui était l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Pontifex Maximus était le surnom du grand prêtre de la religion païenne romaine dodécatéiste. Cette obscure utilisation de la haute stratégie leur semblait utile, jusqu'à ce que Dieu arme notre bienheureux et véritable empereur, Constantin le Grand, pour les écraser définitivement. Ils ont été écrasés, eux et leur pouvoir, par les grandes victoires du pont Milvius et d'Andrinople. Constantin le Grand a prouvé qu'il était vain qu'un mortel se prenne pour Dieu. Les détails de la destruction des tyrans et de leurs armées dans les vies d'Eusèbe de Césarée. Quelques titres que ces malheureux portaient, le Pontifex Maximus, à ne pas confondre avec le titre du chef de l'Église chrétienne, l'homme de Dieu, le pape François Ier, augure, quinconvire, septemvir Epulonum, sodaltiti.